Avant de terminer avec Marc Vériotte au cœur du raid, je pense que nous sommes avec Théo Grévin qui est dans quelques instants. Théo, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous puisque un hommage va donc être rendu à tous ceux qui sont décédés il y a 10 ans, jour pour jour et heure pour heure. Et vous êtes présent là où cet hommage va être rendu. Oui, tout à fait, rue Nicolas Appert, c'est dans le 11e arrondissement de la capitale, adresse des anciens locaux donc de Charlie Hebdo, là où il y a 10 ans, jour pour jour, les deux frères Kouachi allaient tuer 8 membres de la rédaction, les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous. Alors, cérémonie très sobre à prévoir qui va débuter dans quelques instants. Il manque le chef de l'État qui va arriver d'ici quelques minutes. Une annonce vient d'être faite. Cérémonie très sobre, 1 minute de silence, des gerbes de fleurs. Une Marseillaise également sera entonnée. Parmi les personnalités présentes ici, plusieurs élus de la ville de Paris, des ministres et bien sûr des familles de victimes. J'ai pu il y a quelques minutes échanger avec la fille aînée de Georges Wolinski, le dessinateur tué ici il y a 10 ans. Elle m'expliquait, larmes aux yeux, avoir le souvenir de conférences de rédaction auxquelles elle assistait avec son père. Très peu de choses finalement ici, c'est ce que je peux vous dire, rappelle cet événement terrible. Il y a une fresque avec les portraits des victimes peintes sur la façade d'un immeuble de cette rue Nicolas Appert, et donc beaucoup de personnes ici, même si évidemment le dispositif de sécurité est très important, étant donné que le président de la République va arriver dans quelques instants pour cette cérémonie. Et on peut peut-être rendre hommage précisément à Cabu et Charb, et la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est de les écouter. Il y a de l'autocensure peut-être, mais on peut toujours se moquer des politiques et des religieux. Alors c'est ça qui a changé peut-être en 20 ans, c'est qu'il y a eu les intégrismes de toutes les religions se manifestent de plus en plus et nous empêchent de faire des caricatures. C'est notre boulot quand même de maintenir une charge contre toutes les idéologies, parce qu'on prend ces religions comme des idéologies. On doit pouvoir critiquer toutes les idéologies. Donc on continue à le faire évidemment, mais on va pas se prendre pour des héros non plus. On essaie de faire rire d'abord. Mais je pense qu'en France, on peut encore rire de tout. Il faut maintenir ce niveau d'esprit critique. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est Cabu en 2012. Et il dit toutes les religions. Parce que lui-même a sans doute la volonté en 2012 de ne pas pointer une religion. La vérité oblige à dire que c'est l'islam qui tue. Que je sache, ce n'est pas alors des intégristes, bien sûr, des fondamentalistes, bien évidemment, des islamistes, c'est évident. Mais que je sache, il n'y a pas de mort aujourd'hui au nom du catholicisme. Je ne le crois pas. Écoutons Charb, toujours en 2012, et cette fois, il est encore au micro d'Europe 1. On ne peut pas caricaturer Mahomet en France. Si, évidemment qu'on peut caricaturer Mahomet. On peut caricaturer tout le monde en France. Moi, je vis sous la loi française et je ne vis pas sous la loi coranique. Le seul sujet qui pose problème, visiblement, c'est quand on parle de l'islam radical. On n'a pas le droit de rigoler des intégristes musulmans. Voilà. Bon, c'est une nouvelle règle qu'il va falloir s'inscrire, mais enfin, on la respectera pas. Bon, vous voyez, Charb, lui, il pointe la responsabilité des intégristes musulmans. Et puis Cabu avait dit aussi, on peut le réécouter si vous voulez, qu'il était protégé par la police. Au moment du procès des caricatures danoises, vous savez, qu'on a publié, j'étais protégé par la police. Ça vous fait rire, mais c'est pas Ça drôle. fait rire, oui. Ça a duré 3 semaines seulement. Mais actuellement, je peux vous dire que Rhys, Charb et Luz sont toujours protégés par 2 policiers chacun. Il y a toujours des menaces de mort. Pour un dessin, vous vous rendez compte ? Théo Grévin est avec nous, il est journaliste européen, il est présent à l'hommage dans le 11e arrondissement de Paris, à l'ancien siège donc de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, et je pense, Théo, que vous interviendrez lorsque le président de la République va arriver tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est prévu, par exemple, une prise de parole du président de la République ? Écoutez, ça n'a pas été précisé en tout cas par l'Élysée, mais l'hommage sera très sobre, c'est vraiment le souhait des familles, et il va se poursuivre, c'est un hommage en 3 temps. Les commémorations, elles vont se poursuivre ensuite avec un recueillement face au 62 boulevard Richard Lenoir, en mémoire du policier Ahmed Merabet, tué juste après l'attaque du journal. Et donc dans un instant, la première cérémonie, celle de Charlie Hebdo, qui va débuter avec l'arrivée du chef de l'État. Ces images, merci Théo Grévin, ces images de ce policier d'ailleurs sont terribles parce que chacun les a vues, parce qu'elles ont été filmées, Marc Vériotte, c'est-à-dire il est là
lorsque les frères Kouachi sortent, qu'ils ont déjà tué toute l'équipe de Charlie Hebdo, que ce policier veut intervenir et que son intervention lui coûte sa vie. Oui, on a tous vu ces images-là, elles étaient révoltantes. Hein. On l'a entendu supplier, oui, en effet. Mais nous aussi, on trouve que la faute est du côté des politiques, hein, puisque nous, la police française, on juge qu'elle a toujours été une des meilleures polices du monde, depuis Georges Clemenceau et les brigades du Tigre, l'évolution de la police judiciaire, l'évolution de la police scientifique. On a toujours été à la pointe. Et aujourd'hui, on est quand même dans un pays où on n'arrive pas à sécuriser une prison, une pièce de prison de 4 mètres sur 4. Et c'est pas à cause de la police, c'est à cause de la politique. Pour terminer sur l'opération de l'hypercacher que vous racontez précisément, je lis les dernières lignes. Un seul opérateur de l'équipe d'intervention est parvenu à pénétrer dans le magasin. Son périple solitaire de 17 secondes a été hallucinant. Il s'est engouffré côté gauche, mais s'est vite retrouvé face à une colonne d'otages. Il a alors obliqué vers la droite. Là, il a essuyé des coups de feu multiples, ceux de Koulibaly face à lui et ceux des collègues par l'arrière. Il a riposté vers l'avant, comme on nous l'enseigne. Koulibaly lui avait tendu un piège simple mais efficace. Il avait répandu de l'huile alimentaire sur le sol de l'entrée. Il sera neutralisé et finira par s'effondrer sans vie au pied du groupe d'assaut. La menace Koulibaly en moins, il a fallu entrer pour libérer les otages, puis exécuter une fouille minutieuse. Lorsque vous entrez qu'il est mort, Koulibaly, vous pouvez penser qu'il y a d'autres personnes, d'autres complices ? Oui, on soupçonne un deuxième terroriste, notamment son épouse. Mais une intervention, c'est toujours un chaos. Et donc on sait que ça se passe jamais comme prévu. Alors on a des schémas tactiques, on a des entraînements, on a des automatismes, mais on sait qu'il va falloir improviser à la seconde et que la réussite d'une intervention, ça va être quand chacun dans la colonne d'assaut va prendre la bonne initiative. Quand on rentre, même quand le terroriste est mort, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Il peut avoir caché, on sait qu'il a 2 kilos d'explosifs, on ne sait pas si ces 2 kilos sont initiés, cachés quelque part, quel est le piège, comment déclencher le piège. On ne sait pas s'il y a un deuxième terroriste, s'il y en a un troisième, rien n'est clair. Est-ce qu'il y a une euphorie à ce moment-là, un moment de joie si particulier que vous avez eu parce que tous les otages sont vivants, ou est-ce qu'on n'a pas le temps de profiter de ce moment-là ? Bon, je vous parlais de concentration. Et en fait, l'euphorie, dans ces moments-là, on est tellement concentré qu'on laisse pas trop de place aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parce que de toute façon, on connaît la musique. Nous, le lendemain, on sait qu'on va continuer. Parce que même si l'intervention est terminée, médiatiquement, enfin aux yeux des gens, nous on sait que demain, on va aller chercher sûrement celui qui a fourni les voitures, celui qui a fourni les armes, celui qui a fourni le logement. Et donc nous, après Vincennes, pendant 15 jours, on a très mal dormi, on s'est levé à 2h du matin pour intervenir, parfois à 4h, parfois à l'heure légale de 6h. Et donc, en fait, rien de prêt à rire. Et puis, surtout, il y a déjà 4 morts. Mais donc, les otages, est-ce que eux, il y a un moment d'euphorie parce qu'ils sont passés si près de la mort ? Est-ce qu'il y a des réactions que vous avez vues, dont vous vous souvenez encore ? Non, j'ai pas le souvenir de sourire, parce que personne peut sourire dans ces conditions-là. Il y a 4 ou 5, enfin il y a 4 morts, plus la fille la veille. Les gens sont encore sous le choc, tant qu'ils sont pas chez eux. Et même chez eux, ils ont encore les images. J'ai rarement discuté avec des gens ou des otages, mais même nous, la joie est très mesurée dans ces cas-là. Vous avez revu parfois ces otages? Alors, ça se fait pas en règle générale, mais là, exceptionnellement, on les avait revus. C'est là qu'ils nous ont dit, l'un nous avait dit, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Donc forcément, avoir le regard de temps en temps de victimes, c'est réconfortant pour nous, qui prenons des risques pour eux alors qu'on les connaît pas. Paraît-il que dans la vie, il n'y a qu'une chose qui rend heureux, c'est l'estime de soi. Ce qu'on souvent réfléchit au sens de la vie. Est-ce que vous êtes fier de vous ?
Oui, faut pas avoir peur de. C'est plutôt quand on réussit sa tâche. Moi, notamment, c'était ouvrir cette porte que même ma hiérarchie pensait qu'on n'allait pas réussir à ouvrir. Ils se disaient même s'il y a que le boom, ça suffira peut-être pour attirer le terroriste à l'arrière, mais réussir. Alors, cette ouverture, elle est pas personnelle, elle est le résultat d'une collaboration avec le premier RPIMA, avec le GIPN de Strasbourg, avec les SAS chez qui je sortais d'un stage de 3 semaines. Ouvrir une porte blindée ou semi-blindée tirante, c'était pas banal. Et donc, quand tu réussis ta tâche, eh bien forcément, t'es fier. Et il n'y a pas, il y a pas à en avoir honte. On fonctionne à ça, à l'estime du travail bien fait. Bah écoutez, vraiment merci. Et puis merci d'être passé par le studio d'Europe 1. Et je pense qu'effectivement, c'est des trajectoires si particulières, des vies si particulières, des professionnels aussi que vous êtes si particuliers. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle activité, dans quel monde Maintenant, je donne des conférences aux entreprises sur comment conserver ses compétences sous pression. Mais écoutez, ça nous intéresse, ça peut nous intéresser, mais dans l'entreprise, soyons honnêtes, il n'y a pas des circonstances. Les enjeux sont pas les mêmes, mais il y a des gens qui se suicident. Ça fait 30 ans que je travaille. Il y a quand même des morts. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont malheureux ou ils n'arrivent pas à performer, parce que la pression de l'objectif. Alors c'est pas des balles de Kalachnikov, mais vous savez, quand vous mourrez, que vous soyez un lycéen qui se suicide parce qu'il a trop de stress, ou que vous soyez un homme du raid, le résultat est quand même le même si c'est pas une balle de Kalachnikov. Donc ce stress, il tue même au lycée. Bah écoutez, on ira vous écouter, pourquoi pas, ces conférences, parce que ça pourrait être un deuxième chapitre de votre intervention au micro d'Europe 1. C'est comment, effectivement, ou vaincre le stress, ou réagir en situation de pression. Mais dans votre vie personnelle, il n'y a jamais aujourd'hui de moment où vous flanchez vous-même ou... Si, moi je me juge même plutôt anxieux, mais ça m'a servi en sport, parce que... Vous faisiez quel sport ? Du judo, j'étais en équipe de France de 90 à 95. En fait, être un peu anxieux, c'est plutôt bien, ça te pousse à travailler. Parce que sinon, si tu te crois arriver, tu ne travailles pas. Donc être un peu anxieux... inquiet, c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est positif. Mais par contre, le jour J, il faut savoir verrouiller ça. Voilà. Ça, c'est là que ça se passe. Et c'est comme le trac, c'est bien d'avoir du trac avant d'entrer en scène. Mais si tu commences à avoir du trac, et ça m'est arrivé moi au début, forcément au début de ta carrière, quand tu as le trac pendant l'émission, ou que le trac arrive pendant que tu es en train de faire, alors ça c'est très mauvais. Oui, parce qu'il mange 10%, 20%, 30% de votre cerveau, et c'est 10, 20, 30% de votre cerveau qui va vous manquer. Exactement. Bah écoutez, merci, parce que c'est des sujets qui nous passionnent toujours.